Alan est un gamer acharné de 30 ans qui n'a pas vu la lumière du soleil depuis des semaines. Mais franchement, qui pourrait le lui reprocher? Il vient tout juste de terminer un défi complètement fou. Un run sans aucun coup reçu sur Sekiro et Dark Souls, joués en même temps. Maintenant que c'est fait, il lui faut absolument un nouveau jeu pour éviter de sombrer dans l'ennui. GTA 6 n'étant toujours pas sorti, il se met à chercher sur Internet un autre jeu pour patienter. C'est alors qu'il tombe sur un titre étrange, un jeu qui ne se termine jamais. Normalement, le fait qu'un jeu se télécharge tout seul sur son ordinateur, sans aucune autorisation, serait inquiétant. Mais Alan est déjà bien trop intrigué pour faire marche arrière. Il parcourt donc la roue des paramètres afin de régler la difficulté. Il veut une expérience de jeu aussi traumatisante que possible. Sans hésiter, il pousse la difficulté jusqu'au mode enfer et choisit la classe d'invocateur non testée, histoire de rendre les choses encore plus imprévisibles. Il accepte ensuite toutes les conditions générales sans même les lire. Ce qu'il ignore, c'est qu'une clause mentionne son transfert vers un autre monde. Ainsi, la seconde d'après, Alan se retrouve, nouveau-né, dans une campagne paisible. Une année s'écoule de cette manière, et être un bébé n'est finalement pas si terrible que ça. Il n'a ni travail, ni factures à payer, et il est entouré de parents aimants qui prennent soin de lui. Son père s'appelle Rodin et sa mère Thrisia. Ils forment un couple adorable, mais étant donné qu'Alan a réglé le jeu en mode enfer, il est fort probable qu'il finisse par connaître un destin tragique, façon famille Wayne, tôt ou tard. Une nuit, après qu'on l'a mis au lit, Alan lève les bras et tente toutes les phrases clés qu'il connaît pour faire apparaître un écran de statut. Après tout, même s'il est censé être un invocateur, il n'a aucune idée de la façon dont fonctionne l'invocation. Il décide de tenter une dernière fois avant de s'endormir. Cette fois, quelque chose apparaît réellement. Mais la surprise est si brutale qu'Alan se met à crier. Ses parents accourent aussitôt, alertés par le bruit, et il est contraint de cacher le livre sur le champ. Après s'être assuré qu'il va bien, ses parents quittent la chambre. Dès qu'ils sont partis, Alan ressort le livre. Un immense soulagement l'envahit. Après une année entière d'essais infructueux, il peut enfin consulter ses statistiques. Elles correspondent à peu près à ce que l'on peut attendre d'un invocateur d'1 an. Toutes ses compétences d'invocation sont au niveau le plus bas. Cependant, le livre précise qu'elles s'amélioreront à mesure qu'il les utilisera. Décidé, Alan choisit de tenter l'expérience. D'après ce qu'il peut voir, il n'est capable d'invoquer que des insectes et des bêtes de rang H à son niveau actuel. Cela paraît ridiculement faible, donc il ne s'attend pas à grand-chose. Soudain, le livre se tourne tout seul sur la section des messages, et Alan découvre qu'il a reçu une lettre du Dieu créateur de ce monde. Le Dieu s'excuse essentiellement pour le retard dans la création du livre de statut d'Alan, mais comme la classe d'invocateur était encore en développement, il lui a fallu une année entière pour trier tous les papiers nécessaires. Alan se moque un peu de cette excuse. Mais s'il y a eu autant de retard pour finaliser la classe d'invocateur, cela signifie forcément qu'il reste des bugs à exploiter, ce qui l'enthousiasme énormément. Il décide de commencer par invoquer un insecte, mais se rend vite compte qu'il ne sait même pas comment activer sa compétence d'invocation. Normalement, il consulterait un subreddit ou regarderait un tutoriel, mais ici, pas d'Internet. Il va donc devoir se débrouiller seul. Après quelques minutes de réflexion, il comprend enfin qu'il doit créer d'abord une carte de compétences d'insecte. Il tente le coup, et ça fonctionne parfaitement. Il peut enfin invoquer son insecte. Mais avant même de tester, sa mère vient vérifier qu'il dort encore, et Alan est obligé de faire semblant de dormir à nouveau. Le lendemain matin, une fois ses parents occupés par leurs tâches quotidiennes, Alan ouvre son grimoire et invoque enfin la sauterelle. La pièce se remplit d'une multitude de lumières éclatantes. Au début, Alan est hypnotisé par la beauté de la créature. Mais une énorme sauterelle lui fonce soudainement dans le visage, et il panique. Il finit par comprendre qu'il s'agit bien de la sauterelle qu'il a invoquée et tente de lui donner des instructions. Mais, même invoquée, elle n'a que l'intelligence d'une sauterelle normale et ne comprend rien à ce qu'il dit. Le côté positif. Invoquer la sauterelle augmente ses statistiques d'agilité et d'endurance, ce qui le rend très heureux. Mais toutes ces réjouissances attirent l'attention de sa mère. Quand elle voit la sauterelle géante sur le sol, elle l'écrase immédiatement. Dans les jours qui suivent, Alan s'amuse encore avec l'invocation d'insectes. Mais rapidement, il en a assez et décide d'essayer l'invocation d'une bête cette fois-ci. Il invoque une souris,
Et comme pour la sauterelle, le livre la projette directement en plein visage. Cette fois, Alan s'y attendait. Donc il n'est pas... La souris possède ses propres bonus, mais elle reste assez stupide. Donc Alan ne peut pas vraiment lui parler. Cela dit, l'une de ses compétences s'appelle fouiner, et chaque fois qu'Alan lui ordonne de l'utiliser, elle s'exécute sans faute. Cependant, cette compétence est franchement inutile. Alan comprend qu'il devra faire monter ses compétences s'il veut invoquer des créatures plus puissantes. Son grimoire indique qu'il peut stocker jusqu'à 10 cartes d'invocation en même temps. Heureusement, les bonus de chaque invocation se cumulent également. Ainsi, s'il empile 10 cartes d'invocation de souris, son attaque et ses PV augmentent de 10. Cela le rend déjà plus fort qu'un bébé normal, mais il devra améliorer ses compétences pour devenir vraiment surpuissant. Normalement, cela ne serait pas trop difficile. Mais souvenez-vous, Alan avait choisi le mode enfer parce qu'il pensait que la difficulté serait amusante. Eh bien, pour monter de niveau maintenant, il lui faut 100 fois l'expérience normale, ce qui signifie qu'il va devoir passer beaucoup de temps à grinder. À ce moment-là, Rodden revient d'une longue journée de chasse, complètement couvert de sang. Heureusement, ce n'est pas le sien. Il explique qu'il vient de chasser un énorme sanglier avec les autres hommes du village. Alan est très intéressé, alors Rodden lui demande s'il veut venir voir. Excité, Alan accepte. Rodden le soulève sur ses épaules et commence à le conduire vers le lieu du massacre. C'est la première fois qu'Alan découvre le monde extérieur et il profite de tous ces nouveaux paysages. Mais le trajet jusqu'au sanglier est plus long que prévu et il finit par s'endormir dans les bras de Rodden. Une fois arrivé sur le site, Rodden réveille Alan pour lui montrer le sanglier. Alan est stupéfait. L'animal est absolument gigantesque et il se demande encore comment Rodden a pu l'abattre. Peu après, les villageois alentours remarquent le retour de Rodden et commencent à l'acclamer. Il est le MVP du jour. Alan demande si un sanglier de cette taille est vraiment si fort. Gerda lui explique qu'il s'agit d'un monstre de rancée et qu'il faut généralement au moins 20 hommes pour en abattre un, ce qui les rend particulièrement coriaces. Cette information est très utile pour Alan. Elle lui donne une référence solide sur l'écart de puissance entre les différents rangs. Mais avant même de penser à invoquer des monstres de haut rang, il va devoir commencer à grinder de l'expérience pour monter en niveau. 10 mois de grind intensif plus tard, Alan atteint enfin le niveau 2 d'invocateur. Et cette montée de niveau apporte de superbes avantages. Une amélioration générale de ses statistiques, ainsi que la capacité d'invoquer des créatures de rangée et même de les fusionner. Mais pour cela, il faut beaucoup de PM. Alan se dépêche donc de dîner pour récupérer un peu de mana, puis retourne dans sa chambre pour essayer. Malheureusement, lorsqu'il ouvre son grimoire, il se rend compte qu'il n'a toujours pas assez de mana pour fusionner ses invocations, car son PM maximal est trop faible. Il semble donc qu'il devra encore grinder davantage avant de pouvoir tester de nouvelles capacités. À l'âge de 3 ans, Alan parvient enfin à augmenter suffisamment ses PM pour utiliser sa compétence de niveau 2. Grâce à la section fusion, il peut créer un monstre de rangée, un oiseau qu'il nomme Chappie. La compétence principale de Chappie est imitation de voix, ce qui lui permet de reproduire n'importe quelle voix parfaitement, idéal pour distraire les ennemis. Alan parvient également à invoquer une grenouille et une taupe. La grenouille n'a pour seule compétence que de sauter en clignotant, toujours dans le but de distraire, tandis que la taupe est beaucoup plus active et peut creuser un trou gigantesque en quelques secondes. Les compétences des monstres de rangée sont bien plus utiles que celles des haches, et Alan commence enfin à apprécier l'expérience de jeu dans ce monde. Cependant, il faudra encore beaucoup de temps avant qu'il ne soit assez puissant pour affronter quoi que ce soit de sérieux. Et parlant de combat, la fille de Gerda, Krina, vient chercher Alan pour jouer avec lui. Pour Krina, jouer signifie le défier à un duel. Normalement, cela ne poserait pas de problème, mais elle est bien trop forte pour qu'Alan puisse la suivre. Il se donne à fond, utilisant tous les buffs de ses invocations pour avoir une chance, mais cela ne suffit pas. Il n'est tout simplement pas à sa hauteur. À la fin de la journée, Alan et Krina rentrent chez eux. Pendant qu'Alan a passé l'année à grinder son XP, Rodin et Theresia ont été très occupés. Theresia est de nouveau enceinte. Comme sa mère ne peut plus faire de gros travaux physiques, Alan se propose pour aider à la récolte, afin de soulager Rodin. Il est sûr de pouvoir le faire. Avec tous ses buffs, il possède maintenant à peu près la force et l'endurance d'un adulte. Mais Theresia et Rodin jugent injuste de le faire travailler.
et lui explique qu'il devrait se contenter des tâches ménagères de base et de jouer avec Krina. Rodin lui rappelle qu'il grandira un jour et devra travailler, et qu'il devrait profiter de son enfance tant qu'il n'a pas de responsabilité. Au début, Allen est un peu déçu d'être refusé, mais il se rappelle rapidement à quel point le travail agricole est épuisant, et qu'aucun père ne forcerait son enfant de 3 ans à accomplir ce genre de tâches. Il accepte donc de laisser tomber. Rodin est content de voir qu'Allen comprend, mais alors qu'ils continuent leur dîner, Teresia se souvient de l'avoir vu un peu plus tôt dans le jardin, lançant des pierres sur un arbre. Elle lui demande ce qu'il faisait. Allen répond qu'il s'entraînait pour se défendre au cas où un monstre attaquerait leur maison. En réalité, il essayait de voir s'il pouvait apprendre d'autres compétences que l'invocation en répétant la même action encore et encore, mais il n'a pas eu beaucoup de succès. Rodin est impressionné par son sens du travail et lui dit qu'il a hâte de voir sa cérémonie d'évaluation. Allen n'avait jamais entendu parler de cette cérémonie et demande à Rodin ce que c'est. On lui explique qu'à 5 ans, chaque enfant est évalué pour déterminer ses talents. S'il a la chance de recevoir un talent puissant, il pourrait devenir très riche et réussir dans la vie. L'hiver arrive, et Allen décide d'invoquer une sauterelle dehors dans la neige pour voir combien de temps elle peut survivre. Elle tient toute la journée, ce qui le satisfait pleinement. Cependant, cette satisfaction disparaît rapidement lorsque Krena sort et lui demande de se battre à nouveau. Sans surprise, Allen se fait battre, et pendant qu'il est occupé par son duel contre Krena, il oublie complètement la sauterelle qu'il a invoquée. Celle-ci finit par grimper sur la jambe de Teresia, la terrifiant tellement qu'elle tombe. Or, tomber enceinte est particulièrement dangereux. Rodin court immédiatement pour vérifier qu'elle va bien. Teresia dit qu'elle va bien, mais la vérité est tout autre. Cette chute déclenche le travail, et le bébé doit naître ce jour-là, qu'il le veuille ou non. Rodin dit à Krena d'aller chercher sa mère pour l'aider. Une fois arrivée, elle accompagne Teresia tout au long de l'accouchement. Au matin, la famille accueille un nouveau-né, un petit garçon. Tout le monde est fou de joie, mais Allen ne sait pas vraiment quoi ressentir. Il ignore toujours pourquoi un jeu l'a réincarné dans ce monde. Cependant, même si tout cela était inattendu, il n'avait pas grand-chose dans sa vie au Japon. Alors, il n'est pas mécontent de la tournure des événements. C'est pourquoi il décide de se concentrer uniquement sur le leveling et la protection de sa nouvelle famille. Quelque temps plus tard, alors qu'Allen a 5 ans, il demande à son père en quoi consiste la cérémonie d'aptitude. L'homme lui explique qu'il s'agit d'un événement spécial auquel tout le monde, des serviteurs aux nobles, doit participer lorsqu'il atteint l'âge de 5 ans. Si Allen fait preuve d'une bonne aptitude, par exemple, il aura peut-être la chance de gravir les échelons sociaux et de ne plus être un serviteur. Le problème, c'est qu'il aura plusieurs rivaux. Le garçon ne comprend pas ce que cela signifie, alors son père lui explique que lorsqu'ils sont arrivés dans ces contrées, les gens ont commencé à avoir des enfants les uns après les autres. Il y a donc maintenant tout un groupe d'enfants du même âge qu'Allen. À ce moment-là, Krina apparaît derrière le père et appelle Allen pour qu'ils puissent se rendre ensemble à l'événement. Les 4 se réunissent et après la promenade, Krina est impressionnée par le nombre de maisons qu'il trouve dans le village où le test aura lieu. Tandis qu'Allen regarde autour de lui avec admiration, Krina jure qu'elle deviendra chevalier si elle est désignée comme telle. Quand ils arrivent à l'église où se déroulera le test, Allen remarque que les roturiers portent des vêtements bien plus beaux que les siens et ont manifestement plus d'argent que sa famille. Il entend même certains garçons se moquer de lui parce qu'il est serviteur. Au milieu de tout cela, les responsables religieux ouvrent la porte de l'église et demandent la bénédiction d'Elmia, le dieu de la création, afin que tous les enfants aient les mêmes chances, car ce pays a connu des héros dont les ancêtres étaient autrefois des serviteurs. Par exemple, Classis, le saint, était un humble roturier de naissance, tandis que Dever, le seigneur de l'épée, n'était autrefois qu'un serviteur. Rempli d'espoir après avoir entendu cela, Allen se souvient qu'avant sa réincarnation, il avait vu que les classes telles que celles de héros et de seigneurs de l'épée devaient commencer dans les classes sociales inférieures. Les participants sont ensuite appelés à l'intérieur de l'église pour commencer l'évaluation tant attendue. Allen remarque la statue d'Elmia, le dieu de la création. Le chef du groupe religieux invite alors le chef du village, Dobogi, à commencer les évaluations avec son fils, Poloma. Chaque enfant doit toucher la boule de cristal. Les attributs et les talents qui sont révélés seront ensuite inscrits sur la plaque métallique derrière le prêtre.
La tension envahit alors le chef du village, qui commence à transpirer tant l'attente est grande. Son fils s'approche de la boule de cristal, sans grande différence. Ses attributs apparaissent alors sur la plaque métallique, disposés de la même manière que ceux qu'Allen a vus sur sa propre page de statut. D'après ce qui est écrit, Poloma a le talent pour devenir marchand, ce qui rend son père extrêmement satisfait, ne comprenant pas grand-chose et pensant que tout talent est une raison de se réjouir. Allen consulte son grimoire, que lui seul peut voir, et remarque que les attributs sont affichés sous forme de rangs plutôt que de chiffres. Pendant ce temps, un autre garçon passe l'évaluation, et, découvrant qu'il n'a aucun talent, il court en pleurant vers son père, qui le serre tendrement dans ses bras. Ensuite, un enfant arrogant se gifle lui-même avant de découvrir son talent, pour lui porter chance. Il se réjouit ensuite d'apprendre qu'il est un bûcheron, et Allen est impressionné que ce garçon, Dogora, ait obtenu l'un des attributs avec le rang le plus élevé qu'il ait jamais vu de sa vie. Au fil du temps, tous les enfants passent leur évaluation jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Allen et Krina à la fin. Impatiente d'en finir, Krina court vers la boule de cristal et, lorsqu'elle tend la main, l'objet magique émet une lueur extraordinaire. La plaque métallique indique alors que la jeune fille a le talent pour devenir une seigneuresse de l'épée, ce qui est pratiquement un miracle, tandis que tout le monde est stupéfait par la rareté d'un talent aussi puissant. Krina se plaint qu'elle voulait être épéiste, et Allen comprend pourquoi cette jeune fille a toujours été dominée lors de leur duel. Maintenant, le fils de Roden est enfin appelé pour son évaluation, le dernier enfant de l'événement. Sans montrer d'anxiété, Allen n'a qu'à toucher la boule de cristal, et enfin montrer à ses parents qu'il est un conjureur. Cependant, il est littéralement projeté en arrière à cause de la force magique brutale qui émane de l'objet, accompagnée d'une lumière 2 fois plus brillante que lorsque Krina a été évaluée. Incapable de lire, Roden court demander au prêtre quel est le résultat, mais incroyablement, le garçon n'a aucun talent, là où sa classe devrait être. La plaque affiche un bug rempli de lettres aléatoires, ce qui le met en rage. Allen commence à maudire les familles des développeurs qui ne peuvent pas réparer ce jeu de mauvaise qualité. Mais Roden reste calme et appelle son fils pour qu'il rentre à la maison. Quelques heures plus tard, les 2 hommes retrouvent Theresia et Mash, ce qui réchauffe immédiatement le cœur d'Allen. Et ce n'est pas seulement à ce moment-là, lorsque tout le monde se rassemble autour du feu, que ses parents lui font comprendre qu'il sera toujours précieux à leurs yeux, qu'il ait du talent ou... Face à tant d'affection, Allen reconnaît que sa famille est si pauvre qu'elle n'a même pas de baignoire. Mais cela ne l'empêche pas d'être heureux. À l'heure du coucher, le garçon consulte son grimoire et vérifie qu'il possède bien tous les attributs du rang E, ce qui lui permet de faire une découverte. Il est le seul dans ce monde à jouer en mode enfer. Tous ceux qui ont passé l'évaluation avaient 5 ans, ce qui signifie qu'ils devraient tous être de niveau 1, tout comme Allen. Cependant, il semble que le système de classement reflète probablement le niveau de développement auquel ils peuvent s'attendre à chaque fois qu'ils passent au niveau supérieur. La raison pour laquelle Allen possède tous les attributs de rang E est donc que sa vitesse de croissance en mode enfer est presque 100 fois plus lente que la normale, ce qui semble signifier que ses rangs reflètent la même fraction de la valeur réelle. Après avoir passé toute sa vie à jouer à des jeux faciles, Kenichi Yamada a été réincarné dans ce monde, où il est le seul joueur en mode enfer, ce qui pourrait rendre n'importe qui fou à sa place, mais Allen refuse d'abandonner. Après tout, il s'est lancé dans ce défi précisément pour remettre à leur place les jeux ridiculement faciles. À ce propos, il était assez clair que les absurdités écrites à la place de sa classe n'étaient qu'un bug maladroit. Les développeurs devraient donc le corriger rapidement, et Allen est prêt à se plaindre auprès d'eux jusqu'à ce que tout soit parfait, juste pour prouver que personne ne devrait se moquer d'un joueur sans vie sociale. Le lendemain matin, Allen demande à sa mère pourquoi son père est comme ça, car l'homme agit bizarrement depuis la veille au soir. À la tombée de la nuit, toute la famille se rend chez Krina pour fêter la découverte de la jeune fille. Excité, il dit à Allen qu'un seigneur de l'épée est plus fort qu'un épéiste, et l'enfant fait semblant de ne pas comprendre pour cacher qu'il ne le savait pas. Mathilda ajoute que le chef du village est passé pour offrir de l'alcool à la famille. Rodin, essayant de cacher sa joie, garde un visage impassible et invite tout le monde à profiter de la boisson. Allen commence à soupçonner son père d'être jaloux de Krina pour être devenue une seigneuresse de l'épée, mais il ne pense pas que son père soit ce genre de personne. Gerda demande à Roden de prendre la première gorgée d'alcool,
car selon lui, ce sont les visiteurs qui doivent boire en premier. Face à l'insistance de Gerda, une dispute éclate entre les deux jusqu'à ce que Gerda révèle que Roden souhaite rompre les liens entre les deux familles. Acculé, Roden explique que ce n'était pas son intention et que le talent de Krina est si extraordinaire qu'elle pourrait même devenir chevalier et servir le pays, ayant de bonnes chances d'accéder un jour à la noblesse. C'est pourquoi, selon lui, les personnes importantes comme elle ne devraient pas perdre leur temps à fréquenter les domestiques. Cela dit, la dispute entre Roden et Gerda est sur le point de dégénérer en bagarre. Halen demande alors à Krina d'intervenir, mais leurs épouses arrivent les premières, montrant que l'agression physique peut aussi résoudre les problèmes. Après le coup de poing que Mathilda assène au visage de son mari, Halen comprend qu'il ne faut pas se frotter à cette femme. Le garçon lui demande si ces deux-là ont toujours été aussi têtus, et elle répond que le fait de devenir parents les a fait mûrir dans une certaine mesure. À l'époque, ils se battaient presque tous les jours, mais Theresia explique que les deux couples sont amis depuis l'enfance et qu'ils ont donc grandi ensemble. Pendant que Mathilda raconte comment ils ont découvert la création d'un nouveau village il y a 10 ans et comment ils ont décidé tous les 4 de construire leur propre maison sur ce terrain, ce qui explique pourquoi leurs maisons se ressemblent beaucoup, Roden et Gerda recommencent à se disputer pour savoir qui a le plus travaillé à la construction. Mais ils font la paix après avoir bu l'alcool qu'ils n'avaient pas touché depuis leur mariage. À l'aube, alors qu'elle travaille, Gerda apprend que l'Ordre de la Nuit est à la recherche de Krina. C'est pourquoi, avec ses amis, il emmène sa fille dans la ville où a eu lieu l'évaluation de la veille. Étonnamment, la nouvelle de l'existence d'un seigneur de l'épée parmi les roturiers s'est rapidement répandue, et beaucoup de gens savent déjà que Krina est une enfant douée. Soudain, Dogora apparaît, armé d'une massue et l'air furieux. Et Halen se souvient qu'il s'agit du gamin armé d'une hache qu'il a vu lors de l'évaluation. Dogora demande à Halen ce qu'il fait là, puisque cette ville est un repère pour les ratés sans talent. Immédiatement, Krina s'interpose entre eux pour protéger son ami, et Djurda doit retenir sa fille avant qu'elle ne passe le gamin à tabac. À ce moment-là, l'Ordre de la Nuit arrive, imposant le respect à la population qui les regarde avec admiration. L'arrivée du capitaine Zenof, un maître épéiste, et de ses subordonnés. Quand ils descendent de leurs chevaux, le chef du village appelle Djurda et sa fille, et Halen remarque à quel point son ami est excité par tout cela. Cela fait seulement 3 ans qu'ils ont commencé à faire semblant de se battre en duel, et maintenant elle se trouve face à une occasion en or. Cependant, Djurda ne semble pas satisfait de la proposition du capitaine de faire entrer Krina dans l'Ordre de la Nuit, arguant qu'elle est encore trop jeune et qu'elle n'a pas la force nécessaire pour manier une véritable épée. Zenof affirme non seulement que la jeune fille est une maître épéiste, mais aussi qu'il considérera comme un mensonge le refus du père, ce qui constitue une tentative directe de tromper le baron Granvel. Selon l'officier, falsifier l'évaluation est puni de mort, et voyant le père hésiter, il sera nécessaire de vérifier si le talent de l'enfant est légitime ou non. Compte tenu de la situation, le chef du village propose un duel, Djurda implore la pitié, mais Zenof précise que si Krina ne se bat pas, elle sera exécutée avec sa famille. Le désespoir envahit tous ceux qui assistent à cette scène cruelle, sauf Krina, qui, voyant qu'on lui tend une épée, court vers elle et fait preuve d'une confiance incroyable. L'enfant est alors placé devant le vice-capitaine, qui se présente sous le nom de Lebrun et appartient à la classe des lanciers. Après s'être présentée comme Krina, la chevalière, elle charge l'officier sans aucune crainte, bien au contraire. Elle agit comme si elle jouait ou quelque chose du genre, et un sourire ne quitte pas son visage. Les deux commencent à échanger des coups, mais Lebrun bloque facilement l'attaque de la jeune fille, tandis que Dagora est impressionné par sa force. Halen estime que ses compétences en escrime sont peut-être déjà au niveau 5 grâce à tous les entraînements quotidiens. Malgré cela, le vice-capitaine contre-attaque et oblige Krina à bloquer avec difficulté, rendant Djurda de plus en plus désespérée. La jeune fille ne perd pas confiance et tente de riposter, mais elle baisse trop sa garde et reçoit un violent coup de pied dans l'estomac, qui la projette contre le mur avec une telle force qu'elle brise les briques. Gerda tente de courir après sa fille, mais il est retenu par 2 soldats, ainsi que par Halen et Roden, qui sont empêchés d'aider leur ami. La défaite semble certaine, tout comme l'exécution de Krina et de sa famille, mais le seigneur des épées se relève et commence à émettre une énergie magique qui fait trembler l'œil gauche de son adversaire. Sur ce,
la jeune fille charge à nouveau son adversaire et fait preuve d'une force et d'une agilité 4 fois supérieures à celles qu'elle avait auparavant, obligeant LeBron à donner tout ce qu'il a pour éviter d'être coupé en deux. Après une série de coups brutaux, Krina parvient à trancher la lame du vice-capitaine en deux et manque de peu de lui arracher le crâne. Zenoff déclare alors la fin du duel et la victoire de Krina. Alors que tous ceux qui ont assisté au combat se mettent à célébrer, le capitaine s'approche de Gerda et le félicite d'avoir élevé une véritable dame de l'épée, puis lui demande pardon d'avoir douté de sa parole. Gerda, cependant, garde un visage sévère et se concentre uniquement sur la protection de sa fille. Zenoff demande alors à pouvoir discuter de l'avenir de cette jeune fille si talentueuse et, si cela peut le rassurer, Gerda peut amener ses amis à la réunion. Quelques heures plus tard, à la résidence du chef du village, Gerda garde un visage sévère après avoir vu la vie de sa fille mise en danger. Allen comprend pourquoi le fils du chef est assis à cette table, mais il ne comprend pas pourquoi ce jeune guerrier à la hache est là avec son père. Peut-être sont-ils désespérés de ne pas être éclipsés par le seigneur de l'épée. À ce moment-là, Zenoff explique qu'il a été envoyé par le baron Granvelle pour déterminer s'il est vrai qu'un seigneur de l'épée est apparu parmi eux, et le résultat ne pourrait être plus clair après le duel. Zenoff informe ensuite des Boji que, sur ordre de leur maître, ce village s'appellera désormais Krina Village. Selon le capitaine, il y a 3 ans, un seigneur de l'épée est né dans une famille de comtes. Mais Allen ne comprend pas comment, car d'après ce qu'il se souvient des règles du jeu, une personne de cette classe ne peut naître que comme serviteur, roturier ou baron. Quoi qu'il en soit, l'officier ajoute que cette personne a même servi la famille royale, mais qu'elle n'a pas répondu aux attentes, ce qui a conduit à une réévaluation qui a déterminé que cette personne n'était en fait qu'un épéiste ordinaire. On découvrit plus tard que de nombreux membres de la noblesse avaient grandement exagéré les talents de cet individu, ce qui conduisit finalement à la création de cette règle consistant à toujours réévaluer les enfants considérés comme spéciaux. Cela dit, Zenoff présente une nouvelle fois ses excuses à Gerda pour avoir soumis sa fille à un jugement aussi difficile, et lui demande d'élever la jeune fille avec dévouement, car à l'âge de 12 ans, elle pourra étudier à l'académie et, à terme, servir la famille royale. Dogora demande si n'importe qui peut entrer dans cette académie pour devenir chevalier, et le père du garçon s'excuse pour l'interruption de son fils. Faisant preuve de patience, le capitaine répond qu'un instructeur sera envoyé dans ce village, et que Dogora devrait donc se consacrer à ses études et à son entraînement afin d'obtenir son approbation pour l'académie. Krina dit qu'Allen peut étudier avec eux, mais Dogora répond que les gens sans cervelle comme lui, sans talent, ne sont pas capables de le faire. Krina se précipite à nouveau pour défendre son ami, et Allen trouve amusant d'avoir 40 ans et d'être défendu par une fillette de 5 ans. Au fait, Zenoff remarque enfin Allen et, réalisant qui est son père, il se lève de sa chaise pour saluer Rodin, le chasseur de sangliers, une véritable légende locale. Rodin ne comprend pas d'où vient toute cette admiration, et le capitaine explique que son baron est passionné par la viande de sanglier servie dans leur village. À ce moment-là, Allen pense à la façon dont son père et les autres travailleurs ont risqué leur vie pour chasser cette bête, mais c'est le baron qui a gardé la viande. Il est néanmoins heureux du respect que le capitaine témoigne à Rodin. Une fois la réunion terminée et les deux familles séparées, Rodin fait remarquer à son fils que Krina pourrait devenir une héroïne comme celle des contes, mais que même les serviteurs comme lui peuvent parfois être reconnus par les nobles. Quoi qu'il en soit, l'homme pense que son fils a encore une chance d'accomplir de grandes choses dans la vie, puisqu'il porte les gènes de son père. Cela dit, Allen sort 2 fruits qu'il a volés lors de la réunion pour les donner à sa mère et à son frère, et les deux éclatent de rire lorsque Rodin montre qu'il en a volé encore plus. Le lendemain, le garçon est fou de joie en apprenant une excellente nouvelle. Il a enfin fait monter son niveau en compétences de conjuration, débloquant la technique d'enchantement et obtenant la capacité de faire apparaître des créatures de rang F. Apparemment, il doit encore fusionner 2 cartes pour en créer une nouvelle. Tout comme ce qui s'était passé avec Chappie, l'oiseau, le gamin, est immédiatement tout excité à l'idée de pouvoir invoquer un dragon du type Shinryu. Il se réjouit également du fait que la limite de son inventaire de cartes soit passée de 20 à 30. Cela faisait 2 ans qu'Allen n'avait pas amélioré sa compétence de conjuration, ce qui explique son immense bonheur. Ce soir-là, tandis que la famille se réunit autour du feu intérieur, Theresia sent son 3e enfant donner des coups dans son ventre, désormais très gros.
Allen propose de faire la vaisselle pour soulager le travail de sa mère, tandis que Mash lui demande s'il va avoir un nouveau petit frère. Theresia répond que, comme les coups sont un peu plus doux cette fois, le prochain bébé sera une fille. Lorsque son mari fait remarquer qu'il est temps de réfléchir à un nom, elle lui rappelle qu'il avait promis qu'elle serait celle à choisir les prénoms des filles. Pendant que Theresia y réfléchit, Allen célèbre en recevant un message d'Elmia dans son livre, indiquant que tous ses points de mana ont été entièrement restaurés. Ses parents remarquent qu'il est toujours dans la lune, car ils ne peuvent pas voir le livre. Ils doivent supposer que le garçon est un peu délirant et plaisante à ce sujet avec lui. Le garçon change donc de sujet et mentionne l'amélioration de la cicatrice de son père. Roden explique qu'il a obtenu cette marque après avoir traversé l'épreuve des dieux lors de la chasse au sanglier de la journée. Quand Allen demande ce que cela signifie, son père explique que l'épreuve des dieux est un moment spécial qui se produit parfois pendant les chasses, lorsque l'on ressent soudainement une poussée d'énergie qui guérit toutes les blessures et efface toute fatigue, ce qui est toujours formidable. En entendant cela, Allen s'imagine que c'est ainsi que les gens décrivent le processus de montée de niveau dans ce monde. Comme son père est un chasseur de sangliers vétéran, très respecté par la communauté, même si Allen ne peut pas vérifier son statut, il suppose que son père doit être à un niveau assez élevé. D'un autre côté, même si Allen célébrait sa récente, il est encore niveau 1, et il le restera à moins de combattre des créatures suffisamment fortes pour lui rapporter de l'XP. Le problème, c'est que des serviteurs comme lui ne peuvent pas quitter le village sans permission, sauf s'ils partent à la chasse, qui reste la seule exception. À cause de cela, Allen se porte volontaire pour la prochaine expédition de chasse. Mais Roden le stoppe immédiatement, expliquant que la chasse n'est pas un jeu, mais quelque chose d'extrêmement dangereux qui peut coûter des vies. Même Theresia est choquée par la franchise de son mari. Allen ne dit plus rien à ce sujet, mais il ne renonce pas à évoluer à sa manière. Avant de se coucher, il consulte à nouveau le livre et pense avoir enfin compris le message qu'il a reçu. Après tout, il avait envoyé quelques plaintes à la manière des joueurs totalement toxiques, ce qui a fini par payer puisque les développeurs ont corrigé le bug du texte. De plus, le message disait « Nous avons envoyé un message prophétique au grand pape pour avertir tout le monde ». Allen trouve cette combinaison de mots étrange et amusante, puis réfléchit au fait que toutes ces caractéristiques sont classées « E », car monter de niveau en mode enfer est extrêmement lent. Cependant, les développeurs ont aussi envoyé une pièce jointe montrant uniquement les données brutes, révélant qu'Allen possède en réalité des points de mana et une intelligence de rang S. En regardant de plus près, il découvre également quelques rangs ANC, ce qui le place à peu près au même niveau que Krina dans l'ensemble. Excité par cela, Allen a hâte de tester sa compétence d'enchantement, alors il l'essaie sur Denka. Le résultat est un boost aux statistiques du monstre, les mêmes statistiques qui fonctionnent comme des buffs pour le combat. Cependant, lorsque Allen enchante l'insecte, l'enchantement n'affecte pas le buff, qui reste identique. Lorsqu'il est invoqué, Denka n'est ni plus grand ni plus intimidant, même s'il est clairement plus fort. Cela montre à Allen qu'être invocateur, c'est bien plus que simplement appeler des créatures géantes. À propos de taille, Theresia finit par entrer dans la pièce et sursaute en voyant Denka, ce qui la pousse à marcher sur le pauvre animal et à le tuer. Quelques jours plus tard, au matin, Roden part à la chasse. Pendant ce temps, Allen, après avoir passé plusieurs nuits à enchanter et retirer des enchantements, découvre que les enchantements sur les cartes ne disparaissent pas, ce qui signifie que tant qu'il dispose de mana, il est judicieux d'enchanter toutes les cartes qu'il possède dans son... Il expérimente plusieurs fusions de cartes, mais il n'a toujours pas réussi à débloquer un nouveau type de monstre. Après avoir essayé toutes les combinaisons possibles, il ne lui reste plus qu'une seule chance, et le garçon prie pour que toute sa chance se concentre sur cette dernière tentative. Il combine l'insecte de rang F avec l'oiseau de rang F, et le résultat est plutôt inattendu, bien que pas vraiment satisfaisant. La carte qu'il obtient s'appelle Grass F, et le garçon n'avait aucune idée que l'on pouvait même invoquer de l'herbe, pour être honnête. D'un autre côté, la créature a un buff impressionnant de plus 7 points de mana, qui peut aller jusqu'à 12. Pour un invocateur comme Allen, c'est de l'or pur. Normalement, il s'attendrait à passer des décennies à monter de niveau en mode enfer, mais peut-être que cette nouvelle carte pourrait raccourcir de quelques années ce parcours. Sans perdre de temps, il invoque la carte et remarque que c'est en gros une pomme ambulante. Il décide d'appeler la créature un pot,
même s'il sait que ce nom n'est pas très original. En observant les bras et jambes semblables à des brindilles d'un pot, Allen suppose qu'il n'est pas destiné au combat. Puis, la créature affiche son panneau montrant la compétence aroma, qui signifie essentiellement qu'elle s'enterre sous terre et fait pousser un petit germe sur le dessus de sa tête qui dépasse à la surface. Du moins, comme le suggère le nom de la compétence, l'odeur est agréable, comme une huile essentielle. Allen n'a aucune idée de l'utilité de cette compétence, mais il se réjouit du fait que son jardin est désormais un pas de plus vers un véritable paradis botanique, avant de se rappeler qu'il n'est pas venu dans ce monde de glace pour devenir jardinier. Theresia vient appeler son fils pour le déjeuner, alors Allen se précipite pour ordonner à un pot de retourner dans la carte, mais sa commande ne fonctionne tout simplement pas. Lorsque Theresia s'approche, n'ayant aucune idée qu'un germe comme celui-ci poussait dans la cour, elle admire le parfum de la plante, tandis que le garçon se demande à quoi peut bien servir cette odeur. Plus tard, Allen s'entraîne comme d'habitude avec Krina. Même s'il ne s'est pas fait battre cette fois-ci, il est évident qu'il n'a aucune chance de tenir tête à cette fille. D'un autre côté, à sa grande surprise, Krina sent que son partenaire est plus coriace qu'avant, et cela pousse Allen à saisir immédiatement son livre pour vérifier. Finalement, sa compétence en maniement d'épée avait vraiment atteint le niveau 3, et l'extension de son inventaire lui avait donné plus d'espace pour renforcer sa défense et son attaque. Le garçon se demande même si le parfum d'un pot pourrait avoir quelque chose à voir avec ça. Par exemple, il se rappelle que Fido avait été sa première carte, avec une compétence appelée morsure. Il voulait vraiment tester ce sort, mais il avait peur que le chien errant attaque des passants dans la rue. Krina lui demande alors s'il va bien, car il parle tout seul depuis une bonne minute. Vers la fin de l'après-midi, après tant d'entraînement, Allen avait déjà lancé des pierres au même endroit sur l'arbre environ 20 000 fois, ce qui avait ouvert un trou dans le tronc, mais il n'y avait toujours aucun signe de montée de niveau. De plus, le pauvre garçon ne pouvait pas consacrer tout son temps à l'entraînement, puisqu'il devait surveiller son petit frère et aider sa mère avec les tâches ménagères, car elle était enceinte. Pendant un instant, il pense à abandonner, mais il se demande alors « Et si je n'étais qu'à une pierre de montée de niveau ?» Alors qu'il s'apprête à lancer une autre pierre, son frère attire son attention sur les nombreuses plantes qui ont poussé dans la cour, formant en quelque sorte un petit jardin. Mettant cela de côté pour l'instant, Allen reprend son livre et se dit que, grâce à Aroma, la compétence du pot, il avait réussi à réduire son temps total de récupération de mana de 6 heures à 5, ce qui lui donnait plus de temps pour faire d'autres choses. Cependant, la vérité est qu'il avait toujours l'impression de ne jamais avoir assez de temps. En levant les yeux vers le ciel, Allen observe la migration des albihurons, les oiseaux qui ont inspiré son nom. À la tombée de la nuit, alors que Mash dort, Allen et Theresia sentent que Roden tarde trop à revenir de la chasse. Soudain, le pire se produit. Les compagnons de chasse de Roden apparaissent, portant le père de famille sur une planche de bois, sous une pluie battante, et il est gravement blessé. Ils le font entrer pendant que les autres attendent dehors. Gerda explique à la famille que Roden a été transpercé à l'estomac par la défense d'un sanglier. Essayant de rester calme, Theresia note qu'ils ont déjà cautérisé la blessure, ce qui a arrêté le saignement. Gerda ajoute qu'ils ont réussi à le maintenir en vie grâce à une herbe médicinale appelée fleur de Mueller. Theresia ne comprend pas comment ils ont pu accéder à quelque chose d'aussi coûteux. Le chasseur se remémore le jour où les chevaliers étaient venus au village pour tester Krina. En guise d'excuse pour avoir été trop dur avec la jeune fille, le capitaine avait donné au chasseur une poignée de pièces d'or, et à présent, il se serait retrouvé dans de sérieux ennuis s'il n'avait pas reçu cet argent. Soudain, quelques chasseurs furieux commencent à accuser un certain paysan d'être responsable de ce qui est arrivé à Roden. À cause de tout ce vacarme, Mash se réveille en pleurant, effrayé et stressé par cette scène si intense pour un enfant si jeune. Voyant cela, les hommes décident de sortir pour laisser un peu d'intimité à la famille. Une fois tout le monde parti, Allen demande à Gerda ce que signifie cette histoire de paysan tenu pour responsable. Gerda explique que quelques jours plus tôt, le chef les avait appelés et ordonné d'inclure certains citoyens ordinaires dans la chasse. Comme tout le monde le sait, la viande de sanglier est extrêmement précieuse pour les nobles, et il est aussi connu que la majeure partie de cette viande reste entre leurs mains, ne laissant que les restes aux chasseurs. De temps en temps, ces derniers échangent cette viande contre du sel, du bois de chauffage ou d'autres biens essentiels très difficiles à obtenir autrement.
Il est aussi important de souligner qu'aucun paysan n'avait jamais volontairement participé à une chasse auparavant. C'est un travail très dangereux et les décès ne sont pas rares. Les serviteurs, quant à eux, n'ont pas le choix. Ils doivent risquer leur vie pour gagner leur pain quotidien. Cependant, cette fois-ci, les choses étaient différentes. Les citoyens ordinaires voulaient participer parce qu'ils avaient entendu parler d'un héros parmi les serviteurs, Roden. Le jour où le capitaine Zénophe a qualifié Roden de légende devant tout le monde, le compliment s'est répandu et a créé la croyance que les paysans inexpérimentés seraient en sécurité tant que Roden serait présent lors des chasses. Naturellement, Gerda et Roden n'étaient pas du tout ravis de devoir soudainement gérer des hommes inexpérimentés en expédition, mais ils ne pouvaient rien faire contre les ordres directs de Dobogi. Pour aggraver les choses, certains de ces paysans ne prenaient même pas l'entraînement au sérieux. Convaincus qu'ils pourraient laisser tout le travail aux serviteurs les plus expérimentés, le jour de la chasse arriva enfin avec tous ses participants. On avait confié aux paysans la tâche la plus facile, attirer le sanglier et retenir son attention. Mais lorsque les choses se sont intensifiées, les lâches ont paniqué et pris la fuite, bouleversant toute la stratégie soigneusement préparée. Au milieu de ce chaos, le sanglier a attaqué l'un des hommes qui fuyaient, et Roden est intervenu, la tête baissée. Gerda explique que le sanglier a été tué à la fin de la chasse et qu'il apportera demain à Roden sa part de viande. Avant de partir, il demande à Allen et à Theresia de rester forts pour leur famille. En le voyant s'éloigner, Allen se sent inutile de ne pas avoir pu aider à aucun moment. Porté par ce sentiment, le garçon reste éveillé toute la nuit, essayant d'aider sa mère de toutes les manières possibles, mais elle lui demande de dormir, voyant qu'il est clairement épuisé. Soudain, Roden se réveille en panique, criant le nom du sanglier, provoquant une agitation générale dans toute la famille. À cet instant précis, Allen se demande pourquoi il a été si égoïste, puisqu'il ne pense qu'à devenir plus fort. Mais à quoi sert la force si elle n'a pas de but? La vie est dure pour les serviteurs, la classe à laquelle il appartient. Pour eux, ce n'est pas un jeu. Ces gens donnent tout ce qu'ils ont, tout le temps. Ils tuent un lion par jour juste pour survivre, et Allen a un petit frère dont il doit s'occuper, avec un autre en route. Au milieu de tout cela, Gerda arrive avec la part de viande destinée à Roden et est heureuse de voir que son compagnon va un peu mieux. Elle promet ensuite qu'elle aidera la famille à se protéger du froid de l'hiver, pendant que le mari de Theresia est incapable de travailler. Motivé, Allen demande à son père de se reposer et promet de protéger sa famille. Cette fois, Roden ne discute pas avec son fils et ne tente pas de le retenir, car l'expression du garçon traduit une détermination pure. En fait, Allen commence à rejoindre le groupe de serviteurs pour des tâches plus légères et, chose étrange, il montre une force incroyable pour un enfant de son âge. Compte tenu des circonstances, Allen en a assez de faire semblant d'être faible et décide de montrer sa véritable force. La situation est critique, et puisque le village considère déjà Krina comme une héroïne, personne ne sera trop choqué de voir Allen participer aux travaux physiques. Le conjurateur retire tous les bonus de pointes de mana et les convertit en force physique, utilisant ensuite l'excuse qu'il a hérité cette force de son père. À partir du moment où il commence réellement à travailler, le garçon réalise combien il est injuste que les nobles gardent la majeure partie de tout ce que les serviteurs récoltent, et que le peu qui reste rend difficile. Un jour, Dobogi, le chef du village, apparaît chez Roden avec un jeune homme qui avait causé la blessure du chasseur. Ils apportaient des fruits pour s'excuser, et Allen ressent une colère envers le garçon lorsqu'il s'agenouille pour demander pardon pour ce qu'il avait fait. Roden ne se montre pas indulgent non plus et dit au garçon d'être plus prudent. Mais celle qui élève vraiment la voix est Theresia, faisant clairement comprendre que l'erreur de ce gamin a failli coûter la vie à son mari et que chaque famille est aimée et précieuse, peu importe la classe à laquelle elle appartient. À ce moment-là, les serviteurs amis de Roden se présentent à sa porte pour témoigner de leur affection, de leur respect et de leur admiration. Cela fait alors conclure à Allen qu'il a les meilleurs parents du monde. Plus tard, lorsqu'il trouve un peu de temps libre, Allen dégage un espace dans le champ pour faire apparaître une multitude de grenouilles bondissantes. Ensuite, il se cache dans les bois après avoir installé plusieurs pièges, puis utilise la capacité « provoquer » pour attirer les animaux qui voient les grenouilles comme des proies, afin d'obtenir suffisamment de viande pour survivre à l'hiver. Avec tout en place, la stratégie fonctionne, mais seulement dans une certaine mesure. Après tout,
Ce n'est pas n'importe quel animal qui a été attiré, mais un gigantesque albahuron, un monstre de rang B. En vérifiant son statut, Allen voit que sa compétence d'enchantement est passée au niveau 2, ce qui augmente les statistiques des créatures enchantées de plus 10 à plus 20, et il a déjà enchanté tous les monstres dans son inventaire. Face à cela, et déterminé à aider sa famille, Allen ne recule pas et lance une pierre sur la tête de l'oiseau géant, puis profite de la surprise pour frapper le cou de la créature avec son épée en bois, seulement pour recevoir un coup de pied en retour. Il invoque alors plusieurs Fidos, les chiens dont l'aptitude principale est mordre. La meute entoure l'albahuron et attaque, mais bien qu'ils parviennent à infliger quelques dégâts, ils sont défaits par le monstre. Allen tente de charger avec son épée en bois, mais reçoit un coup encore plus puissant que le précédent. De plus, il perd les bonus de chaque créature vaincue, ce qui affaiblit ses statistiques et le laisse extrêmement vulnérable. Allen sait qu'il doit trouver une solution rapidement, car l'oiseau est extrêmement agressif et, à tout moment, l'un de ses pectoraux pourrait finir par le frapper. Il invoque alors Chou-Chou, une paire de créatures drainant l'énergie, qui bondissent directement sur l'albaïron et commencent leur travail en s'agrippant à sa peau. Pendant que l'ennemi vacille sous l'effet de l'absorption, Allen se rappelle que sa capacité défensive chute considérablement chaque fois qu'une invocation est détruite. Il ne peut donc pas se permettre d'en perdre autant. Ainsi, lorsque les deux Chou-Chou sont vaincus, l'invocateur en fait apparaître plusieurs autres d'un coup, accompagnés cette fois d'une meute de chiens lancés à l'assaut. Si Allen doit perdre de la puissance, alors l'albaïron devra en payer le prix lui aussi. Bientôt, lorsque toutes les invocations encerclent l'adversaire et ouvrent une brèche pour l'attaque humaine, Allen abat violemment son épée sur la tête de l'oiseau, le projetant au sol et mettant fin au combat. Aussitôt, le livre d'Allen apparaît pour lui annoncer qu'il a gagné 100 points d'expérience, une excellente raison pour le garçon de célébrer avec enthousiasme. Sans perdre de temps, il rentre chez lui en transportant rien de moins qu'un albaïron géant. Comment il a réussi à le ramener jusque-là, Dieu seul le sait. Mash se met à pleurer devant la créature monstrueuse. Tandis que leur père remarque les blessures sur le corps de son fils aîné et examine les marques sur l'oiseau, Gerda est fascinée de voir que le garçon a réussi à vaincre un tel monstre en n'utilisant que des pierres et une épée en bois. Cependant, il remarque aussi des traces de morsures de chien, ce qui oblige Allen à prétendre qu'il était tellement concentré sur le combat qu'il a dû employer tous les moyens possibles pour éviter de finir en nourriture pour Albaïron. Perplexe, Gerda demande à Roden s'il peut commencer la saignée, tandis qu'Allen remarque l'énorme bosse sur la tête de l'homme, probablement causée par Krina. Plus tard, Gerda entame le processus de saignée avec l'aide d'Allen et explique au garçon qu'un albaïron pèse environ 60 kg. Après l'extraction du sang, une vingtaine de kilos deviennent de la viande séchée, la partie comestible représentant environ la moitié du corps. Les plumes ont également une valeur marchande, même si 60% de l'ensemble doivent être remis au chef du village. Allen est choqué d'apprendre que même cela est soumis à des taxes, et Gerda se lamente en expliquant qu'au mieux, on ferme les yeux sur les lapins cornus de rang E, mais que pour un albaïron de rang D, il n'y a aucune chance. Cela dit, le chasseur retire la pierre magique logée à l'intérieur du cadavre et précise que les pierres de rang D et au-dessus doivent obligatoirement être remises. Mais comme elles ne sont de toute façon pas utilisées dans le village, cela n'a finalement que peu d'importance. De son côté, Jurda se souvient qu'Allen, encore enfant, avait dû affronter une bête magique parce que son père avait été blessé à cause d'un ordre du chef du village. Peut-être que cela pourrait ouvrir la voie à une négociation plus avantageuse pour les serviteurs. Sur ces pensées, Allen s'approche et murmure quelques mots à l'oreille de son ami. Plus tard, dans la maison du chef du village, Jurda raconte à Debogi ce qui s'est passé, y compris le fait qu'Allen se soit retrouvé impliqué dans une chasse aussi dangereuse. Malgré cela, les yeux du chef s'illuminent de convoitise en apercevant l'oiseau tant convoité. Jurda propose alors de conserver le reste de l'albaïron s'ils remettent toutes les plumes. Debogi refuse, affirmant que le seigneur féodal a ordonné d'augmenter la quantité de viande livrée. Dans ce cas, Jurda ajoute à son offre, en plus des plumes, la pierre magique de l'albaïron, tout en laissant entendre que la véritable raison pour laquelle le fils de Roden a dû chasser était, en fin de compte, la décision même du chef du village.
Le chasseur n'aurait jamais été blessé s'il n'avait pas dû surveiller des hommes adultes inexpérimentés durant la mission. Il souligne également que la famille du plus grand héros parmi les serviteurs pourrait finir par mourir de faim durant l'hiver. Pendant ce temps, Allen fait semblant d'avoir extrêmement faim, affichant une expression misérable. Réalisant sa part de responsabilité, Debogi finit par admettre que son ordre a causé des problèmes, ce qui permet aux serviteurs d'insister et d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Au final, tout s'arrange. Ils conservent toute la viande en échange des plumes et de la pierre magique de l'Albaïron. Le lendemain, Allen semble avoir tellement apprécié cette chasse aux Albaïron qu'il répète exactement la même stratégie que la veille. Il invoque des hoppers pour servir d'appât, attirant cette fois 2 oiseaux en même temps. Cependant, il est désormais bien mieux préparé. Dès que les Albaïron se posent, il envoie les Chiu-Chiu drainer l'énergie de leurs ennemis. Ensuite, Allen lance une pierre sur la tête de chaque oiseau afin de les déstabiliser davantage, puis envoie sa meute de Phytos pour infliger encore plus de dégâts. Une fois les oiseaux maîtrisés, le garçon charge avec son épée en bois et frappe leurs 2 crânes, mettant fin au combat bien plus facilement que la veille. Après avoir capturé ce premier Albaïron, Allen commence à chasser tous les 3 jours, et c'est la première fois qu'aucune de ces créatures invoquées n'est vaincue. Chaque oiseau lui rapportant 100 points d'expérience, l'invocateur en gagne 200, ce qui lui permet enfin, pris d'une excitation extrême, Allen demande à consulter son statut et reste stupéfait par son évolution. Toutefois, il ne peut s'empêcher de se lamenter. L'augmentation de ses statistiques n'est multipliée que par 0,6, au lieu de croître proportionnellement à son niveau, ce qui est d'une sévérité implacable. Mais après tout, c'est lui qui a choisi le mode enfer. Il n'a donc personne d'autre à blâmer. Malgré cela, le jeune invocateur déborde de joie. En fin de compte, la récompense pour avoir joué dans le mode le plus difficile est réellement satisfaisante, malgré toutes les contraintes. À présent qu'il a atteint le niveau 2, il estime qu'il pourrait enfin parler à ses parents de ce qui se passe réellement. Un sourire aux lèvres, Allen rentre chez lui avec les 2 Albaïron et impressionne profondément son père par son exploit. Peu après, il est surpris par l'arrivée de Krina qui, comme toujours, cherche à se battre avec son meilleur ami. Pendant leur duel, la jeune seigneur de l'épée et lui échangent des coups, et Allen réfléchit au fait que la chasse du jour lui a permis d'atteindre l'objectif de 10 bêtes magiques. En transformant leur viande en viande séchée, ils auront suffisamment de provisions pour passer l'hiver, et les surplus pourront être échangés contre du bois de chauffage. Ils comptent aussi profiter au maximum de cette période de migration des Albaïron, car c'est à ce moment-là qu'ils sont les plus nombreux dans la région. Pour atteindre le niveau 3, il lui faudra en chasser 20, ce qui lui semble extrêmement difficile à accomplir cette année. Perdu dans ses pensées, Allen finit par recevoir un coup sur le sommet du crâne et se retrouve avec une belle bosse. Ce soir-là, il décide de révéler à ses parents qu'il a reçu un oracle divin du seigneur Elmia lorsqu'il avait 1 an, lui accordant sagesse et pouvoir, ainsi qu'une épreuve qui, selon ses propres mots, ne pourrait être surmontée même par 100 personnes. Thérésia se demande alors pourquoi son fils, parmi tous, doit endurer une telle épreuve, tandis que Roden lui demande si cette épreuve n'a pas été accomplie ce matin même. Un peu plus tôt, Allen avait encore une blessure au visage, mais celle-ci a désormais disparu. Par ailleurs, le héros du village confie qu'il a lui aussi surmonté une épreuve divine autrefois, ce qui lui fait croire que son fils a vécu la même chose. La mère du garçon finit alors par poser une question essentielle. Qu'en est-il du résultat de la... Il explique alors que, 2 mois plus tôt, Elmia lui a accordé un nouvel oracle. En réalisant que cela s'est produit récemment, Roden réprimande aussitôt son fils pour avoir appelé le dieu simplement par son nom, au lieu de dire « Seigneur Elmia ». Après s'être excusé, Allen poursuit son explication. Lors de la cérémonie d'évaluation, ses capacités avaient été jugées faibles parce que l'on supposait que sa vitesse pour surmonter les épreuves serait extrêmement lente. Quant à l'absence de talent détecté, elle s'expliquait par le fait qu'il s'agissait d'un nouveau talent, encore impossible à évaluer. Autrement dit, Allen possède bel et bien un don, mais il est incapable d'en définir précisément la nature. En réalité, il le sait. Mais il a décidé de ne rien dire pour le moment. Il craint que le fait de pouvoir invoquer des bêtes magiques ne lui attire de sérieux ennuis s'il venait à être découvert. Et, bien sûr, il n'a absolument aucune idée de la manière dont il pourrait révéler qu'il s'est réincarné.
Au milieu de toutes ces révélations, sa mère le serre dans ses bras et lui dit qu'il aurait été préférable qu'il leur parle plus tôt. Quoi qu'il en soit, elle comprend désormais pourquoi son fils s'entraînait sans relâche à l'épée et lançait des pierres depuis son plus jeune âge, et pourquoi il affrontait des défis aussi dangereux. Tout cela était destiné à surmonter l'épreuve imposée par les dieux. Rodden demande alors ce que son fils compte faire face à ce défi. Allen lui répond sans hésiter qu'il l'affrontera de front. Son père acquiesce. Après tout, il s'agit d'une épreuve donnée directement par le Dieu créateur, et il lui assure qu'il pourra toujours compter sur ses parents s'il a besoin de quoi que ce soit. À ce propos, Rodden lui demande de ne révéler cela à personne d'autre. Ce serait dangereux si les gens venaient à croire qu'Allen est un imposteur qui invente des histoires au nom des dieux. Cependant, le père avoue qu'il aimerait au moins en parler à Gerda, puisque celui-ci ne cesse de se vanter que Krina est une seigneur de l'épée. Ce serait agréable de pouvoir montrer que son propre fils est tout aussi remarquable. Quelque temps plus tard, déjà en plein hiver, alors qu'Allen et Gerda préparent la viande d'Albaïron, l'homme lui confie qu'il l'a toujours vu comme quelqu'un de spécial, mais qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il ait reçu à la fois un talent et une épreuve divine. Plus tard encore, ils sortent ensemble pour faire des achats. Comme c'est la première fois pour Allen, Gerda s'engage à lui apprendre. Il se réjouit également du fait qu'ils aient obtenu une grande quantité de viande, sans avoir à supporter la présence de roturiers venant perturber les chasses. Profitant de l'occasion, Allen lui demande quelle est la différence entre les roturiers et les serfs. Gerda lui explique que la distinction principale réside dans le statut social. Il trouve absurde que les roturiers n'aient pas à payer 60% d'impôts comme les serfs. Un roturier adulte verse 3 pièces d'or par an, tandis qu'un enfant n'en paie qu'une seule. Allen demande alors s'il existe un moyen pour un serf de devenir roturier. Gerda se souvient que cela est possible si la personne verse 10 pièces d'or au seigneur féodal. En dehors de cela, le seigneur peut aussi élever le statut social d'un serf en récompense d'un service rendu. En entendant cela, Allen calcule mentalement que sa famille comptera bientôt un membre de plus, et qu'il leur faudra donc 50 pièces d'or au total. Peu après, ils arrivent au marché avec des portions de viande séchée de sanglier et d'albihuron. Gerda apprend alors au garçon comment échanger ces denrées contre d'autres produits et objets utiles, comme du bois de chauffage, du sel ou encore différents types de nourriture. Ce jour-là, Allen découvre qu'une portion de viande séchée équivaut à 4 jours de bois de chauffage. Maintenant qu'il comprend le fonctionnement de ces échanges, il décide de mener sa propre étude de marché. Au fil des jours suivants, Allen réalise progressivement que certains objets sont bien plus coûteux qu'ils n'en ont l'air au premier abord. Par exemple, le fruit popo, que le marchand souhaitait échanger à raison d'un fruit contre une portion de viande séchée. Après une nouvelle journée de course, le conjurateur note dans son carnet qu'une portion de viande séchée d'albihuron peut être échangée contre un sac de sel, 4 fruits mormeaux, un fruit popo ou 4 jours de bois de chauffage. De plus, les monnaies suivantes partagent la même valeur. Une pièce d'or équivaut à 100 pièces d'argent, 1000 pièces de cuivre et 10 000 pièces de fer. Un paquet de viande séchée vaut une pièce d'argent. Ainsi, pour réunir 50 pièces d'or, Allen devra vaincre 500 albihuron. Afin de se préparer à ce défi, le garçon se rend dans une boutique et demande s'ils vendent des potions de récupération de mana. Le vendeur lui répond qu'il n'a rien d'aussi coûteux, mais que les clients peuvent toujours compter sur des herbes médicinales. Dans ce cas, Allen dessine dans son carnet les plantes utilisées pour fabriquer des potions, puis demande également mais il s'agit d'un objet bien plus rare et coûteux, au point que le marchand n'en avait eu qu'un seul le mois précédent. À l'époque, Gerda s'était précipitée désespérément dans la boutique, suppliant le vendeur de le lui céder pour 3 pièces d'or, alors qu'il en valait 5. Il avait même demandé à pouvoir payer plus tard, expliquant que son ami était grièvement blessé et risquait de mourir. Et, comme promis, Gerda était revenue régler sa dette par la suite. Malgré cela, le marchand avait tout de même essuyé une perte. En entendant cette histoire, Allen compatit avec le commerçant et lui offre finalement une portion de viande séchée. Après tout, la fleur de Murray avait sauvé la vie de son père. Le marchand, encore irrité par la perte subie, reste un instant sans voix face au geste généreux de l'enfant. Après cela, Allen passe devant une boutique d'armes et ne peut s'empêcher de se lamenter devant le prix exorbitant d'un équipement coûtant 5 pièces d'argent. Soudain, Dogora apparaît et provoque le garçon comme à son habitude, lui ordonnant de dégager de devant sa maison.
C'est à ce moment-là qu'Allen réalise que ce sale gosse est le fils du propriétaire de la boutique d'armes et qu'à ses côtés se tient Paloma, l'un des fils du chef du village. Ne souhaitant pas d'ennui, le conjurateur se contente de faire demi-tour pour partir. Mais Dogora, lui, n'en a cure et le poursuit pour chercher la bagarre. Lorsqu'il est se bousculer, Allen évalue rapidement la situation. Ce type est clairement un joueur killer, le genre de personne qui cherche le conflit sans raison, comme dans les jeux en ligne. Même si ce combat ne lui rapportera aucune expérience, il pointe tout de même son épée en bois vers le tyran, pour voir s'il osera maintenir son attitude arrogante. Dogora traite son adversaire de lâche, tandis qu'Allen lui donne une leçon. Le monde n'est pas un endroit juste, mais puisqu'il est de bonne humeur, il lui laisse le temps d'aller chercher n'importe quelle ferraille qu'il souhaite utiliser comme arme. Sans perdre une seconde, Dogora s'enfuit pour attraper une massue, prêt à affronter son ennemi juré, et les deux garçons entrent en duel. Après un bref échange de coups, Allen prend ses distances et confirme ce qu'il pensait. Les attaques d'un combattant à la hache sont extrêmement lourdes, mais ce gamin est encore très loin du niveau d'un combattant aguerri. De son côté, Dogora, bien que déjà essoufflé, refuse de reculer et provoque de nouveau son rival. Ainsi, Allen porte un coup rapide et précis qui fait voler la massue de son adversaire dans les airs, neutralisant sans difficulté le manieur de hache, contraint d'avaler sa fierté et d'admettre sa défaite. Le soir venu, déjà rentré chez lui, Allen observe son père pendant qu'il change ses bandages et l'entend dire qu'il se sent bien mieux. Des années plus tard, chez Krina, à la surprise générale, Dogora s'entraîne avec Allen, recevant comme toujours une raclée humiliante, tandis que Krina s'entraîne légèrement avec Mash, dont la cérémonie d'évaluation aura lieu dans 2 ans. En entrant dans la maison après l'entraînement, Allen aperçoit sa petite sœur Mira, qui est déjà née à ce moment-là. C'est alors que Rodden rentre à la maison accompagné de Gerda, après que tous deux ont été convoqués par le chef du village pour une discussion importante. D'après ce qui a été décidé lors de cette réunion, la quantité de viande de sanglier à livrer au seigneur féodal passera de 10 à 15, ce qui signifie que les roturiers devront de nouveau participer aux chasses. Bien entendu, les serfs ont protesté, mais il s'agit d'un ordre direct du seigneur, et il n'y a rien à faire. S'ils ne parviennent pas à chasser 15 sangliers cet hiver, le seigneur recrutera des serfs venant d'un autre territoire, et plus il y aura de serfs, moins chacun disposera de terres. De plus, les serfs qui refuseraient de participer aux chasses risquent de se voir confisques. Gerda et Rodden ajoutent qu'en plus de cela, l'année prochaine, la livraison de viande passera de 15 à 20, et alors que les chasseurs travaillaient habituellement tous les 10 jours, ils devront désormais partir bien plus souvent, ce qui augmentera considérablement les risques. Gerda déteste cette idée à cause de ce qui s'est produit la dernière fois, mais le garçon, se rappelant qu'il possède la sagesse accordée par le dieu créateur Elmia, souhaite prendre la responsabilité de la prochaine chasse afin d'aider les nouveaux venus. Ainsi, quelques jours plus tard, Rodden, Gerda et Allen se réunissent avec les autres membres du groupe. L'un des hommes remarque que Rodden a mis du temps à se remettre, mais celui-ci affirme qu'il est désormais en parfaite santé. Un autre demande si l'enfant va vraiment participer, et le père répond que cette fois, ils adopteront la stratégie d'Allen, mais que son fils se contentera d'observer la chasse. De son côté, le garçon promet de ne gêner personne, même s'il aimerait être au cœur de l'action. Bien entendu, son père le lui interdit catégoriquement. L'essentiel, toutefois, est d'entraîner les nouveaux venus afin que personne ne se blesse de nouveau comme la dernière fois. À ce propos, le fils du chef du village, celui qui a provoqué l'incident avec Rodden, demande qu'on n'essaie pas de le protéger si quelque chose tourne encore mal. Le chasseur lui répond de se concentrer uniquement sur la mission. Enfin, Gerda annonce qu'il est temps de partir. Alors qu'Allen regarde au-delà de la palissade en bois, il repense au moment où il a quitté son village à seulement 7 ans, un événement qui lui paraît aujourd'hui comme une petite étape dans sa croissance, lointaine dans le paysage de sa mémoire. Il aperçoit les montagnes du Dragon Blanc, d'où les sangliers descendent du sommet à l'automne pour chercher de la nourriture. La légende raconte qu'un dragon blanc mythique vivrait quelque part au sommet, exactement le genre d'histoire qui motive encore davantage le garçon. Une fois arrivé à destination, Rodden demande à tous les chasseurs de s'en tenir strictement à ce pourquoi ils ont été entraînés, puis il envoie chacun à son poste. Quelque temps plus tard, 2 chasseurs surgissent de la forêt après avoir attiré un sanglier gigantesque,
et Allen ressent personnellement ce que signifie faire face à une bête aussi mortelle. Alors que le monstre charge le duo servant d'appât, un groupe de chasseurs se referme sur lui et plante ses lances dans son corps afin de ralentir sa course dévastatrice. Les autres hommes attaquent ensuite les flancs de la créature, la faisant saigner abondamment. Au milieu de tout cela, le garçon constate que tout se déroule exactement comme prévu. L'équipe d'appât a attiré le sanglier, l'équipe de défense a réussi à le contenir et l'équipe d'attaque a frappé ses organes vitaux. C'est la méthode que son père et les autres utilisent depuis 10 ans, sans qu'un talent exceptionnel soit nécessaire pour la mettre en œuvre. À cet instant, le garçon appelle le fils du chef à se tenir prêt aux côtés d'un autre jeune homme, tout en sachant pertinemment qu'il serait imprudent de compter sur ces deux adolescents frêles pour encaisser quoi que ce soit. À ce propos, dès que le duo entre en action, Djurda les avertit aussitôt. « Ne plantez pas vos lances dans vos camarades », ce qui montre déjà à quel point ils ont peu confiance dans ces paysans. Quoi qu'il en soit, ils rejoignent l'assaut et enfoncent leurs armes dans l'épaisse peau du sanglier. Après que le groupe a réussi à faire s'effondrer la bête, le garçon blond s'exclame fièrement « Je viens de surmonter une épreuve des dieux ». En voyant cela, le conjurateur se dit que ses débutants ont dû gagner une belle quantité de points d'expérience en abattant une créature de rang C. Curieux de savoir ce qu'il a lui-même obtenu, Allen sort son livre et constate qu'il n'a rien gagné lors de cette mission. Ce qui signifie clairement que se contenter de donner des directives et de rester en retrait ne rapporte aucun point d'expérience. En revanche, les deux nouveaux venus s'approchent du garçon pour le remercier, car sa manière de les guider leur a permis de bien faire leur travail. Cela dit, cela n'efface pas l'amertume qu'Allen ressent face à cette victoire. Quelques jours plus tard, alors qu'il travaille au puits, un camarade lui demande s'il participera à la chasse du jour. Il répond qu'il observera comme d'habitude, mais ajoute « Demande à mon père de me laisser utiliser une lance cette fois ». L'autre réplique aussitôt « Même si tu me payais, je ne le ferais pas. » Rodden entrerait dans une colère noire si on lui parlait de ça. Un autre homme, qui écoutait la conversation, avoue qu'il est jaloux, car lui aussi aimerait participer à la chasse. Le premier lui dit alors de laisser tomber le couteau de boucher et de prendre une lance, mais l'homme refuse, expliquant qu'il ne fera rien de tel tant que sa femme est enceinte, et que son seul plaisir ces derniers temps consiste à découper de la viande. En entendant cela, le garçon a une idée et demande une faveur au boucher. Il l'emmène aussitôt dans son arrière-cour, où plusieurs albaïrones sont suspendus, déjà plumés, et lui propose de découper la viande en échange de 2 portions de viande pour chaque oiseau traité. Pendant que l'homme examine les carcasses, Allen pense au fait que ces albaïrones ne font pas partie de leurs réserves alimentaires et que la viande doit être séparée afin d'être vendue. Après tout, le garçon a besoin de 50 pièces d'or pour libérer sa famille de la servitude, et il ne pourrait jamais y parvenir sans déléguer ce genre de travail. Plus tard, durant la chasse, il observe les nouveaux membres parmi les recrues et réfléchit au fait qu'ils ajoutent progressivement de plus en plus de participants. Et très bientôt, ils auront suffisamment d'hommes pour former 2. À ce propos, le conjurateur se demande également pourquoi le baron réclamait autant de viande, étant donné que son territoire ne semble souffrir d'aucune pénurie alimentaire. Pendant ce temps, l'équipe d'appât fait sortir un autre sanglier afin de répéter la même stratégie, tandis que l'équipe de tank se met en position pour stopper la bête. Gerda ordonne ensuite aux recrues d'attaquer par les flancs, et une fois encore, la mission est un succès. Alors que tout le monde célèbre, même Allen se permet de se joindre à la fête, car son plan pour gagner de l'expérience a enfin fonctionné. Cette fois-ci, il a même gagné un niveau. Plus tôt, sachant qu'il pouvait invoquer ces monstres dans un rayon de 50 yards, le garçon avait envoyé Denka directement au cœur de l'agitation. Le simple fait que la créature ait été piétinée par le sanglier a suffi pour que le conjurateur soit comptabilisé comme participant au combat. Sans aucun doute, un coup de maître, du moins dans l'esprit du garçon, même si Denka a été sacrifié dans le processus. 3 mois plus tard, le garçon réfléchit au fait que ce monde partage la tradition terrestre de célébrer le début de chaque nouvelle année, et que cette fois, il a même été invité pour la première fois chez le chef du village. Sur le chemin du retour, lui et Krina célèbrent les récompenses obtenues pour avoir atteint le quota de 15 sangliers livrés. Lorsqu'ils arrivent chez eux, lors d'un barbecue réunissant les 2 familles, les enfants font remarquer que les parents auraient dû les accompagner.
Ces derniers répondent qu'ils auraient détesté commencer l'année en devant, supporter la vue de ces bourgeois hautains. Quoi qu'il en soit, Rodden est convaincu qu'ils n'auront aucun mal à atteindre l'objectif de 20 sangliers chassés cette année. Il demande alors si quelque chose ne va pas. Les deux hommes lui font remarquer que le garçon ne semble pas très disposé à leur remettre la bouteille de liqueur. Allen précise aussitôt qu'il s'agit d'un cadeau qu'il a reçu, et qu'elle lui appartient donc. Cela dit, puisqu'il est évidemment trop jeune pour boire de l'alcool, il accepte de leur donner la boisson, mais seulement s'ils parviennent à le battre lors d'une petite compétition. La condition est simple. Si Allen gagne, le conjurateur sera autorisé à porter une lance lors de toutes les chasses de cette année, et l'épreuve choisie est un bras de fer. Convaincu d'avoir déjà la victoire en poche, son père et son ami acceptent l'offre sans la moindre hésitation, et tout le monde se met en position. Une fois tout prêt, juste avant le début du match, Allen remplit son inventaire de cartes Fido afin de bénéficier d'un énorme bonus de puissance d'attaque. Ainsi, lorsque Krina donne le signal de départ, Gerda domine d'abord facilement le garçon, jusqu'au moment où celui-ci renverse soudainement la situation avec une force totalement irréelle, finissant par remporter le bras de fer. Ensuite, après un court moment de repos, vient le tour de son père. Lorsque Allen saisit la main de Rodden, il remarque pour la première fois le nombre impressionnant de callosités qui la couvrent, preuve du dur labeur que cet homme accomplit chaque jour pour sa famille. De son côté, Rodden trouve incroyable de voir à quel point son fils a grandi, au point de vouloir affronter le vieil homme. Quant au garçon, il estime que plus tôt on le traitera comme un adulte, mieux ce sera, car il donnera toujours tout ce qu'il a dans ce qu'il entreprend. Même à son âge, à cet instant précis, Krina annonce le début du combat, et Rodden se révèle être un défi bien plus coriace que son ami. En effet, les callosités du chasseur n'étaient pas de simples ornements. Elles témoignaient du fait que son gagne-pain consiste littéralement à abattre des bêtes gigantesques. Sans surprise, l'adulte remporte le bras de fer, et Allen admet avoir sous-estimé son père. En remettant la liqueur aux hommes, le garçon réfléchit. Compte tenu de leur force, la statistique d'attaque de Jurda doit être de rang D, tandis que celle de son père atteint probablement le rang C. Une référence précieuse pour lui permettre de comprendre jusqu'où peuvent aller les personnes qui évoluent en mode normal. Alors, le vieil homme déclare que son fils ne chassera de vrais sangliers que le jour où il parviendra à le battre dans une épreuve de ce genre, et le garçon se met à rêver d'atteindre le niveau 4 avant l'automne. Pendant ce temps, après avoir dévoré toute la viande, Gerda demande à sa femme de lui en apporter encore. Mais lorsque celle-ci plaque la brute dans une clé de bras, le garçon en déduit que Mathilda est elle aussi de rang C, même si cela ne se voit pas au premier regard. 6 mois plus tard, en juin, le garçon fête son passage au niveau supérieur. En lisant ce qu'il a obtenu, il découvre qu'il peut désormais invoquer des créatures de rang E, ainsi qu'un nouveau type de monstre, supposant qu'il devra effectuer une fusion pour en déterminer la nature. Il constate également que son inventaire s'est agrandi de 10 emplacements supplémentaires pour de nouvelles cartes et apprend que les bonus fournis par chaque créature invoquée augmentent à chaque niveau gagné. En théorie, il pourrait même battre son père au bras de fer s'il utilisait 40 cartes de rang E. En plus de tout cela, il remarque une compétence qui ne possède aucun niveau indiqué à côté de son nom et en conclut qu'il s'agit d'une capacité fixe. Soudain, le livre tourne une page de lui-même et affiche un trou magique si profond qu'Allen n'entend aucun son lorsqu'il y jette une pierre. Cependant, lorsqu'il place sa main au-dessus de l'ouverture, il reçoit une image mentale de la pierre accompagnée d'une description de l'objet, ce qui signifie qu'il s'agit d'un type de stockage. En faisant des essais, il découvre qu'il peut y entreposer pratiquement n'importe quoi, tant que l'objet peut y entrer. Plus tard, tandis qu'il fixe intensément le feu dans le salon, une question ne cesse de le hanter. Si l'accumulation d'objets est l'un des facteurs les plus importants pour tout joueur de RPG, pourquoi a-t-il reçu un espace de stockage de niveau divin aussi rapidement? Après tout, les objets vraiment importants, qu'il s'agisse d'une clé ou d'un tapis magique, apparaissent généralement seulement lorsqu'on en a réellement besoin. Cela doit donc forcément avoir une signification. Quoi qu'il en soit, le garçon sort pour tester ses invocations de rang E. Il ferme les yeux et ordonne l'invocation d'une créature de type insecte de ce rang, mais rien ne se produit. Il lit alors dans le livre qu'il lui manque des pierres magiques de rang E pour créer ce monstre, puisqu'il n'avait jamais eu besoin. Le garçon réfléchit un instant à l'endroit où il pourrait se procurer ces objets, puis se souvient qu'il a rangé dans sa chambre,
À côté de sa bourse secrète, quelques pierres magiques provenant des lapins cornus qu'il avait chassés. Il se dépêche aussitôt d'aller les chercher. Après un premier essai infructueux, il tente de jeter les pierres dans l'espace de stockage magique. À la seconde tentative, il parvient à invoquer une carte de papillon qui confère un bonus de plus 10 en résistance et plus 10 en agilité. Après avoir enchaîné plusieurs excuses totalement incohérentes, le garçon réussit à faire partir sa mère. Il peut enfin profiter seul de sa nouvelle carte d'invocation. Ensuite, à vrai dire, il manque de se salir le pantalon lorsqu'il invoque un tigre à dents de sabre dont le bonus augmente toutes les statistiques de l'utilisateur de 10 points, soit tout simplement le double de ce que peut offrir n'importe quel monstre de rang F. Le garçon baptise le tigre Tama et le range dans son inventaire afin de tenter une fusion avec le papillon. Mais pour une raison inconnue, cela ne fonctionne pas. Il jette alors une autre pierre magique dans le stockage et réessaie. Cette fois-ci, il parvient à créer une carte d'oiseau de rang E. C'est à ce moment-là que le jeune invocateur comprend qu'il lui faudra une grande quantité de pierres magiques s'il veut continuer à évoluer. Plus tard dans la soirée, au cours d'une discussion familiale, Rodden interdit à son fils de chasser les lapins cornus, car ils peuvent être dangereux pour les enfants. De plus, il ne comprend même pas comment le garçon a réussi à s'approcher de ces créatures, étant donné que lui et les autres hommes ont creusé un fossé autour du village il y a plusieurs années. Cela laisse le garçon inquiet quant à la manière dont il va pouvoir se procurer l'objet dont il a tant besoin. Le lendemain, tandis que Krina passe à Tabac d'Ogora sous prétexte d'entraînement, Allen demande à Palmoas ce qu'il sait au sujet des pierres magiques. Palmoas lui explique qu'il s'agit de petites gemmes imprégnées de magie que les monstres possèdent près de leur cœur et qu'elles sont généralement utilisées pour renforcer ou activer des outils magiques. Les pierres de rang D et C y sont utiles, mais celles de rang E sont considérées comme de simples déchets. On peut même en trouver par terre. Sur ces mots, Palmoas aperçoit une pierre de rang E dans l'arrière-cour et la tend à Allen, qui décide aussitôt d'en chercher d'autres. Quelque temps plus tard, avec l'aide de ses camarades fermiers, l'invocateur parvient à rassembler suffisamment de pierres pour créer toutes les cartes de rang E qui lui manquaient. Mais avant même qu'il ne puisse tester ses nouvelles acquisitions, Allen est pris par surprise lorsque son livre s'envole soudainement dans le ciel, emporté par une violente rafale de vent, et invoque de lui-même un faucon nommé Hawkins. Presque aussitôt, un sanglier surgit de la forêt et renverse le garçon par derrière. Une créature semblable à un haricot, appelée Binsi, est alors invoquée pour le soigner. Puis le papillon apparaît de nulle part et libère une poudre qui plonge le sanglier dans un état de somnolence. Profitant de cette ouverture, Thomas bondit, frappe l'ennemi et l'achève. Cependant, un autre sanglier fonce à toute vitesse droit sur Allen. Une véritable muraille dotée d'un œil, Wally, se place aussitôt devant lui, servant de barrière. La bête s'y écrase et perd connaissance. À cet instant précis, le garçon ouvre les yeux et le vent retombe. Il constate qu'aucun de ces monstres ne se trouve à ses côtés, ce qui lui fait se demander si tout cela n'était pas qu'une hallucination. Perturbé par cette idée, il s'allonge dans l'herbe pour réfléchir, réalisant que dans cette version du jeu en mode enfer, il n'existe aucune option de tutoriel. Il doit tout comprendre par lui-même. Convaincu que chaque type d'invocation possède un rôle bien précis, il invoque ses nouvelles cartes et observe que les insectes sont efficaces pour affaiblir les ennemis. Les bêtes sont extrêmement offensives. Les oiseaux servent à l'éclaireur et à la collecte d'informations. Les monstres de type végétal agissent comme des soigneurs. Les créatures de pierre font d'excellents défenseurs. En les combinant toutes, Allen a l'impression de posséder une équipe multifonctionnelle dans sa poche, et c'est précisément cette polyvalence qui rend la classe d'invocateur si puissante. Cela lui permet également de comprendre pourquoi il a reçu la capacité de stockage à ce stade du jeu. Sans elle, il serait incapable de transporter autant de pierres magiques. Fort de cette puissance, le garçon est convaincu qu'un jour, il pourrait même devenir plus fort que le roi. Le lendemain, Allen, Rodden et Gerda se trouvent dans la maison du chef du village, où celui-ci leur annonce que le baron viendra visiter le village le mois prochain. Rien que d'entendre cela suffit à irriter Allen, puisqu'il s'agit de ce bouffon qui exige 20 sangliers en une seule année. À ce sujet, Doboji explique que le baron souhaite observer personnellement les serviteurs pendant la chasse. Gerda s'agace elle aussi. Il ne lui suffisait pas d'exiger autant de viande. Maintenant, il veut aussi un spectacle.
Rodden, de son côté, ne s'en soucie pas vraiment. En revanche, il ne comprend pas pourquoi Allen a été choisi pour les accompagner. Le chef explique alors que le garçon servira de guide au baron, et Gerda demande pourquoi Doboji ne prend pas plutôt son propre fils. Il répond que Palmoa n'est pas adapté à ce rôle. En réalité, le chef espérait qu'Allen ferait preuve d'hospitalité envers le baron en l'invitant à dîner la veille de la chasse. À cet instant, Allen comprend qu'il va servir de bouc émissaire pour distraire cet homme, et que Doboji tente de l'amadouer avec ses fruits de Malmo disposés sur la table. Doboji ajoute que, d'après ce qu'il a entendu, le garçon a proposé plusieurs idées très ingénieuses qui ont assuré le succès des chasses de l'année précédente, donc il sera sûrement assez malin pour accomplir cette tâche. Le chef demande alors si cela convient à l'enfant, et Allen pense aussitôt à quel point il se soucie peu du baron en personne, mais refuser ce service serait stupide. Il risquerait de perdre sa chance d'abandonner sa vie de servitude, peut-être même d'être forcé de chasser comme un dément pendant encore 10 ans, seulement pour espérer obtenir un jour le titre de roturier. Après tout, il existe un autre moyen d'obtenir ce billet pour changer de vie. Le baron peut accorder à un serviteur le titre de roturier. Ainsi, Allen accepte de servir de guide. Une fois tout décidé, le temps passe jusqu'au jour où l'important visiteur arrive enfin. Entouré de gardes et monté dans une imposante calèche, le baron descend et est accueilli personnellement par le chef Doboji, qui salue le baron Granval et le remercie pour sa visite. Granval demande alors à sa jeune fille Cecilia de descendre de la calèche. À l'intérieur de la maison du chef, le baron loue le travail accompli par le dirigeant local dans le village de Krina. Après tout, cela fait 15 ans depuis le décret de récupération des terres, et aucun territoire n'a connu un succès aussi grand que celui de son propre domaine. Il s'excuse également pour toute l'agitation concernant la viande de sanglier, car il sait qu'augmenter la quantité exigée créera un travail énorme pour les serviteurs. Mais il ne pouvait tout simplement pas refuser un ordre de Sa Majesté. Doboji s'inquiète en entendant que le roi est impliqué. Cependant, Granvel affirme que le véritable coupable est le vicomte Carnal, ce vaurien qui a insisté pour évoquer la question de la chasse alors qu'il se tenait devant le roi. Laissant cela de côté, une fois le déjeuner servi, le baron et sa fille tombent tous deux amoureux de la saveur de la viande. Ils demandent donc de quel animal elle provient. Doboji n'en a aucune idée. Allen intervient alors poliment pour expliquer que la viande vient d'un albihuron chassé la veille même, puisqu'il est de leur devoir d'offrir au baron uniquement les ingrédients les plus frais, accompagnés du meilleur assaisonnement aux herbes. Impressionné par la manière dont le garçon s'exprime, le baron demande au chef s'il est son fils. Mais Doboji répond qu'il est celui de Rodden, le chasseur. En entendant cela, le capitaine Zenoff, qui accompagnait le repas et se souvient parfaitement de qui l'on parle, reconnaît lui aussi le jeune garçon. Toujours courtois, Allen déclare qu'il servira de guide pour la chasse du lendemain. Toujours intrigué, Granvel demande si le père du garçon a autrefois servi comme chevalier. Mais Doboji explique que Rodden n'est qu'un serviteur. Immédiatement, Cecilia devient furieuse et demande comment ils ont pu inviter un serviteur à déjeuner avec le baron. Mais le baron lui-même réprimande la jeune fille et lui apprend que même les serviteurs sont des membres importants du domaine et ne doivent pas être traités comme des animaux. Cecilia baisse la tête et s'excuse. Pourtant, elle lance à Allen un regard qui semble dire qu'elle le poignardera dans le dos à la première occasion. Quoi qu'il en soit, Zenoff s'attend à ce que le garçon soit capable d'expliquer chaque détail de la chasse du lendemain. Et il souligne que l'objectif de 20 sangliers en une seule année n'est pas une tâche facile. Si cela s'avère trop difficile, ces chevaliers pourront prendre le relais pour les chasses. Honnêtement, Allen se sent quelque peu offensé de voir que les serviteurs sont encore autant sous-estimés, même aujourd'hui. Pendant ce temps, Cecilia commente à quel point elle est impatiente de participer à la chasse et de voir un sanglier vraiment énorme de près. Mais elle ajoute que ce serait encore mieux de voir un chevalier en décapiter un. D'ailleurs, le baron Granval précise à Allen qu'une fois qu'il aura montré les bases aux chevaliers, ils pourront prendre en charge la chasse. Allen répond que 20 sangliers par an est un nombre insignifiant et que les serviteurs n'auront aucun problème à atteindre cet objectif. Cela laisse Cecilia et Doboji stupéfaits, tandis que le guide promet que la démonstration du lendemain les convaincra. Le lendemain, avant de partir officiellement pour la chasse, le baron ordonne au capitaine de veiller personnellement sur sa fille. Le groupe quitte alors le village en direction de l'événement. Cecilia est plus qu'heureuse d'y aller à cheval avec le majordome Sébas,
et le trajet se déroule sans encombre jusqu'à leur arrivée à la tour d'observation construite par les serviteurs, qui servira de base depuis laquelle les nobles regarderont la chasse. Une fois au sommet, avec des trônes exclusifs mis à leur disposition, le baron et sa fille sont impressionnés par la vue et par la densité de la forêt d'où sortent les sangliers. À ce moment-là, lorsque les chasseurs arrivent, Granval avoue qu'il est surpris de voir qu'ils portent tous une armure, et Allen explique qu'ils ont fait bon usage des sangliers de l'année dernière, puisque l'armure a été fabriquée à partir de la fourrure, des os et des défenses des animaux. Le garçon remercie même Granval de leur avoir accordé la permission d'utiliser ces parties du sanglier. Enfin, la chasse commence. 3 chasseurs entrent en courant dans la forêt et le baron demande ce qu'ils sont partis faire. Allen explique que l'objectif de ce trio est d'attirer un sanglier hors de la forêt vers le champ où se déroulera la véritable chasse, et puisque la vitesse est essentielle, ils portent tous une armure très légère. Bien qu'il y ait de nombreux sangliers dans la forêt, le guide demande de la patience, car c'est un travail qui peut prendre du temps. Au milieu de tout cela, Xénophe se souvient de Krina et dit qu'un précepteur sera envoyé au printemps suivant pour aider la maîtresse d'épée dans ses études, afin qu'elle puisse entrer à l'académie lors du prochain examen. Honnêtement, Allen n'arrive pas à imaginer cette fille en train d'étudier, mais il suppose que ces gens savent ce qu'ils font. Soudain, l'un des chasseurs chargés d'attirer la proie apparaît en courant, avec le sanglier juste derrière lui. Rapidement, les tanks se déplacent pour encercler l'animal sur les flancs à l'aide d'énormes boucliers qui, selon Allen, sont fabriqués à partir de la partie la plus dure de la peau du sanglier, celle de son dos. Pendant ce temps, Rodden ordonne à l'équipe d'attaque d'avancer. Suivi par l'équipe aux longues lances, Allen explique que cette dernière est composée des membres les moins expérimentés du groupe, ceux qui n'ont rejoint que l'année dernière. Au même moment, l'équipe d'attaque utilise des lances plus courtes, mais comme elle s'expose davantage, elle porte une armure plus lourde. Puis, Rodden frappe directement la bête au cou, son point le plus vulnérable. Après cela, Cecilia s'évanouit, incapable de supporter le spectacle. Avec le succès de l'opération, Xénophe commente que ses serviteurs ne sont peut-être pas des chevaliers, mais qu'ils peuvent sans aucun doute être appelés des guerriers, et le baron reconnaît la valeur et l'habileté de ces hommes au combat. Cela dit, 2 autres sangliers sont attirés dans la zone d'exécution. Xénophe ordonne alors à Lebrun de se tenir prêt à intervenir immédiatement, mais Allen l'assure qu'il n'y a aucune raison de paniquer, puisque les chasseurs sont entraînés pour ce genre de situation. Au même instant, Rodden divise le groupe en 2 et confie la direction de l'autre équipe à Gerda. Tandis qu'un sanglier est coincé entre les boucliers de cuir, Allen réfléchit au fait que les chasseurs n'avaient pas pu accomplir cette tâche aussi efficacement durant les 10 dernières années, principalement à cause du manque d'armure et d'équipements appropriés. Cependant, malgré cet effort colossal, 60% de la viande part directement à la famille royale, tandis que les serviteurs échangent encore leurs jours de repos pour travailler ailleurs juste afin de subvenir à leurs besoins essentiels. Évidemment, il ne reste pas beaucoup d'argent pour investir dans l'équipement, donc la meilleure voie consiste à élaborer des tactiques efficaces afin d'augmenter la production et, étape par étape, obtenir lorsque les 2 sangliers sont abattus, le capitaine Xénophe remarque qu'il n'en reste plus que 17 à chasser d'ici la fin de l'année, mais Allen le corrige en disant qu'en réalité, il n'en reste que 10. À cause de cela, Xénophe écarte l'idée d'impliquer ses chevaliers dans les Allen fait alors 2 demandes modestes. La première est la construction de 2 boucliers de confinement supplémentaires afin d'augmenter la production. La seconde concerne le besoin des chasseurs en produits et marchandises introuvables au village, plus précisément de l'alcool. Avec la permission du baron, les chasseurs aimeraient échanger de la viande contre cet alcool importé pour le distribuer aux serviteurs, car à mesure que la production augmente et que davantage de viande arrive, ils craignent que l'abondance ne fasse chuter le prix de cette marchandise au village, et l'échange de viande contre de l'alcool aidera à éviter un ralentissement économique. Le garçon parle de cette boisson en particulier parce que les chasseurs doivent risquer leur vie pour être efficaces. Il est donc nécessaire de maintenir le moral de chacun au plus haut. Xénophe fait remarquer au baron que ces demandes sont tout à fait raisonnables, si bien que Granval accorde l'autorisation et félicite le guide pour son excellent travail. En revanche, lorsqu'il est temps de partir, Cecilia n'est pas le moins du monde heureuse de l'attention et de la reconnaissance qu'Allen a reçue, et elle dit au gamin de ne pas trop prendre la grosse tête. Elle est si furieuse qu'elle perd même l'équilibre et manque de tomber de cheval, n'étant sauvée qu'au dernier instant par le majordome.
Dans la scène suivante, le baron Granville avait demandé la présence d'Allen, de Roden et de Gerda afin de les remercier personnellement pour l'événement, ainsi que de souligner leur qualité de chasseurs. Non seulement cela, mais il offre aux deux familles une élévation de statut social, ce qui signifie qu'à partir de maintenant, elles seront considérées comme des roturiers et non plus comme des serviteurs. Extérieurement, Allen tente de contenir ses émotions. Mais intérieurement, il explose de joie. Après tout, il rêve de ce moment depuis 8 ans, et maintenant qu'il peut chasser en dehors des limites du village, il s'imagine déjà rendre visite aux montagnes du Dragon Blanc. De plus, Granville accordera le même titre à tout serviteur ayant participé aux chasses pendant au moins 10 ans. Enfin, rappelé par le majordome, le baron déclare que, sur ordre de Sa Majesté, le village de Crenna sera utilisé comme exemple positif pour le reste du royaume, mais qu'il doit d'abord raconter au roi l'histoire de la façon dont les chasses ont commencé dans cette région. Allen n'a aucune idée de la façon dont cette tradition a commencé. Alors Gerda, sachant que cette histoire ravive des souvenirs douloureux chez Roden, explique que tout a débuté au printemps, 13 ans plus tôt, lorsque 100 serviteurs des villages voisins furent envoyés pour aider à développer ces terres dans le cadre du décret de reconquête. Après 6 mois de travail acharné, ils avaient déjà accompli des progrès significatifs jusqu'à ce que le désastre frappe enfin. Un sanglier gigantesque attaqua le village et, en plus de le détruire, dévora la majeure partie des pommes de terre et du blé que les habitants avaient plantées pour l'hiver. À cause du manque de nourriture, la plupart des serviteurs décidèrent d'explorer au-delà des frontières. Mais comme cela ne donnait rien, Roden se porta volontaire et proposa de chasser les sangliers. Et c'est ainsi que la tradition commença, née de la nécessité. À cette époque, les chasseurs n'avaient ni armes appropriées, ni entraînement. Mais ils n'avaient pas d'autre choix que de traquer ces bêtes par la force. Bien sûr, un tel effort eut un prix. Au cours de ce processus, Roden perdit un bon ami et se sent encore coupable, même si Gerda tente de le convaincre que ce n'était pas sa faute. En entendant cela, Allen comprend pourquoi son père avait essayé de sauver le fils de Deboji de cette manière. Touché par ce récit, Granville accorde à Roden un souhait supplémentaire, quel qu'il soit. Sans réfléchir à autre chose, le chasseur demande au baron d'emmener Allen travailler dans son domaine, soulignant l'intelligence du garçon et les bonnes manières qu'il a montrées pendant la chasse. Lorsque le baron demande l'avis du majordome, il apprend que l'enfant est effectivement très intelligent et que l'emmener avec eux ne poserait aucun problème. Au même moment, tandis que tout le monde approuve, Allen lui-même espère désespérément que Granville rejettera l'idée, car le garçon veut mener une vie à chasser des dragons légendaires, et il aurait encore moins de liberté en travaillant pour le baron. Quoi qu'il en soit, Granville décide que le garçon deviendra son serviteur personnel. Cecilia perd aussitôt son sang-froid et crie qu'il est répugnant d'avoir un serviteur dans une telle position, mais le majordome lui rappelle que le garçon est déjà un roturier. Désespéré, Allen tente de trouver une excuse pour ne pas partir. Cependant, lorsqu'il voit son père pleurer d'émotion, le garçon change d'avis et s'engage dans son nouveau rôle, promettant de... Quelques jours plus tard, la famille d'Allen le prépare à être envoyé au domaine du baron, et d'autres serviteurs viennent chez lui pour lui dire adieu, y compris Krina, qui est visiblement triste à ce sujet. Voulant remonter le moral de son ami de longue date, le garçon l'invite à un dernier duel avant son départ. Ainsi, les deux prodiges s'affrontent dans un combat direct, mais à la surprise générale, contrairement à tout ce qui s'était toujours passé auparavant, le garçon domine simplement la seigneuresse de l'épée pendant l'affrontement. Allen réfléchit qu'il a utilisé presque toutes les pierres magiques qu'il avait stockées pour créer 20 copies de Hawkins, ce qui lui a donné une énorme augmentation d'agilité. Il pense aussi au fait que Krina quittera le village pour étudier à l'académie lorsqu'elle aura 12 ans et assumera plus tard un devoir royal, si bien qu'il est probable qu'ils ne se reverront jamais. À cet instant, grâce à une manœuvre rapide et astucieuse, Allen maîtrise son adversaire, qui n'arrive pas à croire qu'elle a perdu. Cependant, le garçon déclare qu'il s'agit d'une égalité, affirmant que le départage aura lieu la prochaine fois qu'ils se rencontreront, avec innocence. Krina croit qu'elle n'a vraiment pas perdu, et qu'Allen a seulement dit cela pour voir le sourire qu'elle affiche toujours lorsqu'elle est heureuse. Une fois le duel terminé, Mash se met à pleurer de nouveau parce que son frère s'en va, tandis que l'aîné lui demande d'être courageux et de veiller sur leur sœur Mila. Puis Mathilda et Gerda lui disent aussi au revoir, se rappelant l'époque où il était encore de la taille de sa petite sœur,
et voilà qu'il part maintenant pour un travail si important. Au milieu de tout cela, à la surprise d'Allen, Palmoa et Dogora étaient cachés derrière la clôture, jusqu'à ce que le fils du chef pousse son ami en avant, le forçant à s'approcher d'Allen et à lui donner une dague, presque agacé contre lui-même de le faire. Dogora retourne ensuite en courant derrière la clôture et fait une vilaine chute, ce qui fait rire tout le monde. Après que chacun lui a fait ses adieux, Allen est escorté par ses parents jusqu'au baron Granville, qui est déjà en route vers son domaine. Sur le chemin, Rodden dit à son fils que ce n'est que la première étape de son parcours et qu'il atteindra des endroits encore meilleurs s'il travaille dur. Lorsqu'ils arrivent, Theresia demande à son fils de rentrer à la maison si les choses deviennent trop difficiles. Puis Allen monte dans la calèche et se sent mal à l'aise en regardant Granville et sa fille, qui ne l'apprécient déjà guère. Au même moment, une larme tombe de l'œil du garçon tandis qu'il regarde par la fenêtre et voit la porte de son village se refermer.